Bonjour les amis, bienvenue au Sable d'Olonne. Alors je profite du dernier rayon de soleil avant pour vous faire cette petite vidéo, vous annoncer qu'on va enfin, là il y a du bruit parce qu'il y a le chantier qui se démonte. Les pontons, ce n'est plus la peine que je vous les montre, vous le savez, sont vides, ça y est, ils sont partis. Ils amènent avec eux non pas seulement nos rêves, nos espoirs qui reviennent sains et saufs, tous heureux ici, ils amènent aussi malheureusement le soleil et ils amènent tous nos bars et cafés. Tout ferme aujourd'hui, donc c'est un peu ici au Sable d'Olonne la déprime totale. Heureusement qu'on a le tracker pour le suivre. Je vous dis ça, je plaisante évidemment. Je vous disais ça parce qu'aujourd'hui, je vais vous faire découvrir, j'ai rencontré la semaine dernière, mais je n'ai même pas eu le temps de monter le sujet, Thierry Potard du site Vendée Globe Bruit de Ponton. C'est un site qui compte 85 000 abonnés aujourd'hui, qui a été lancé il y a quelques années par un marin. C'est quelqu'un qui suivait d'autres courses nautiques et d'un coup il a créé ce site. Ce site a grandi énormément, mais surtout ce site est aujourd'hui tous ceux qui suivent le Vendée Globe vont d'abord là où ils auront toujours toutes les infos. Moi, en tout cas, je les prends là-bas. Donc, j'ai rencontré Thierry, on va le voir dans quelques instants, pour voir comment est né ce site-là. Qui sont-ils? Qui sont les visages qui se cachent derrière ces dizaines et centaines de posts concernant le Vendée Globe? Et alors, quant à moi, on va se retrouver une fois par semaine ici, sauf s'il se passe quelque chose. Mais globalement, je ferai un compte-rendu de la semaine ici au Sable d'Olonne sur les moments les plus importants de la semaine écoulée en course pendant le Vendée Globe, et puis aussi les classements, etc., les choses qu'il y aura à retenir, enfin que moi j'aurai retenu au bout d'une semaine. Donc ce sera un petit rendez-vous hebdomadaire le vendredi ou le samedi. En attendant, tiens, allez, je vous laisse, on va se quitter avant qu'il disparaisse, mais on ne le voit plus. Il était tout à l'heure, pendant que je vous parlais, sur l'écran de Montbana, de Maxime Sorel. Son fameux dragon était là, mais il n'est plus là déjà. Tout est en train de se démonter. Voilà. Tout ça pour dire merci encore à vous et puis à vendredi ou à samedi de cette semaine et des prochaines jusqu'aux premières arrivées, peut-être vers le 20 janvier. Allez, on va retrouver d'abord Thierry Potard. Bonjour à tous, regardez qui j'ai là. Thierry Potard, bonjour. C'est un surnom, ce n'est pas mon vrai nom. Je suis très heureuse de te rencontrer parce que je suis votre groupe Vendée Globe Bruit de Ponton depuis 4 ans maintenant. Nous sommes des dizaines de milliers à vous suivre. Oui. Et là, je suis en face de... On croit à la fin... Maintenant, vous êtes 85 000. On a l'impression que vous êtes le site de l'organisation, carrément, tellement vous donnez toutes les nouvelles. Et pas du tout. Qu'est-ce que vous êtes? Quel organisme est ce groupe Alors, on Facebook? est un groupe de bénévoles, on est 7. C'est un groupe qui a été créé par Franck il y a très longtemps, en 2012, pour donner des nouvelles de Roland Jourdain. Puis après, il l'a fait évoluer, il a ouvert à tous les IMOCA. Moi, je suis venu me greffer là-dessus il y a 8 ans à peu près. Et en fait, je suis le porte-parole parce que j'écris beaucoup, parce que j'ai du temps libre, parce que je suis le seul retraité du groupe dans les 7. Mais les autres, les modérateurs et Franck qui est l'administrateur, font aussi leur part chacun de leur côté pour trier, publier, trier les commentaires, etc. Donc on est un groupe de bénévoles, on n'a rien à voir avec l'organisation. Et bien souvent, on nous demande des trucs d'organisation. Nous, on fait comme les autres, on demande à l'organisateur comment il va faire. Mais on n'a pas plus de nouvelles, on n'a pas une ligne directe avec l'organisation. Parce que beaucoup de gens pensent qu'on est le site Facebook de l'organisation. Non, ils ont un site officiel qui s'appelle Vendée Globe. Alors, je ne sais pas comment ils fonctionnent. Ils ne sont pas là pour répondre aux questions techniques et tout ça. Nous, c'est ce qu'on fait. On fait de la vulgarisation. Eux, ils ne sont pas là pour ça. Eux, ils sont là pour parler de l'organisation. Donc, c'est deux choses totalement différentes. Mais on n'a pas une ligne directe avec eux. Ça m'est arrivé de les contacter pour avoir, sur un point de règlement, des choses comme ça. Ils me répondent gentiment. Mais on n'est pas du tout en contact. Je n'ai pas une ligne directe avec le président du Vendée Globe, loin de là. Vous êtes devenu presque un média de voile, de suivi du Vendée Globe, en fait. Alors, c'est beaucoup d'infos. C'est beaucoup d'infos. Alors on est plusieurs médias, c'est nous qui avons le plus de suivi parce que je pense que c'est parce qu'on s'est mis à faire des résumés matin et soir de la course. Donc ça a bien plu aux gens. C'est surtout ça qui a fait, je pense, que les gens sont venus vers nous. Non, Parce que, c'est pas ça, Thierry. C'est aussi la manière dont vous le faites. Parce que c'est qu'on soit voileux ou pas voileux, vous avez une manière à la fois claire, pédagogique, oui, voilà. d'expliquer des choses compliquées. C'est ce qui nous intéresse en fait, c'est de partager avec les autres des choses qui sont parfois un peu compliquées, d'essayer de faire comprendre des choses compliquées de façon simple. Voilà, quand je décris le fonctionnement d'un feuille, je vais pas parler du théorème, de machin, de trucs, on s'en fiche. Il y a des gens sur le site qui seraient capables de faire ça et de vous faire une démonstration de physique, mais ça on s'en fiche. Il faut que les gens comprennent simplement pourquoi un feuille soulève un bateau, des choses comme ça. Voilà. Donc on essaie de faire des démonstrations simples, enfin de faire des explications simples de tout ça.
Mais j'ai même entendu dire qu'il y avait des écoles qui vous suivaient. Il y a Alors oui, en plus, moi je suis ravi de ça parce que mes parents étaient enseignants, donc les écoles suivent énormément le Vendée Globe. Il n'y a qu'à voir le nombre de gamins. Aujourd'hui, là, c'est la rentrée des classes. Il y avait des classes ce matin sur les pontons, c'était quand même super. Et donc, je fais parallèlement partie d'un groupe scolaire pour leur apporter des petits compléments techniques quand ils ont des questions un peu pointues. Mais on a beaucoup de maîtres qui nous suivent aussi sur le site. Ouais. Oui. Donc, en fait, on ne se connaît pas du tout, on se connaît par des messages. Voilà. Là, oui. C'était la première fois que je voyais Franck en photo, pour tout dire. Donc en fait, moi je croyais que vous habitiez au même endroit. Pas du tout, pas du tout. On est aux quatre coins de la France. Il y en a une, même Géraldine, elle est en Belgique. Julia, il est en Hongrie. Ah ouais. Donc oui, on a dit que pour le prochain Vendée Globe, on tâcherait d'être là pour le départ, enfin, ou au moins se rencontrer tous sur le village. Mais on verra si on peut faire ça. Moi, je suis la reine de l'apéro. Je peux organiser un apéro. Ça je serait vous pas invite mal. chez moi, je fais un apéro Voilà. roumain. Venez que je vous. Et donc, en fait, je me suis greffé sur le groupe il y a 8 ans. Parce que j'envoyais des textes à Franck comme ça, parce que moi j'aime bien les statistiques, les chiffres, tout ça. Donc je lui ai envoyé des textes, il les publié, puis après il m'a dit est-ce que tu veux être modérateur, tout ça. Comme il se trouve que j'aime bien écrire, que quand j'étais petit j'aurais bien aimé être journaliste sportif, et puis après bon je l'ai pas fait, mais voilà. Bah si, vous le faites maintenant. Oui, je le fais maintenant. Vous faites. J'écris beaucoup, et puis j'ai du temps parce que je suis le seul retraité du groupe. Alors voilà, donc j'écris, et puis ce qu'on a fait aussi, c'est qu'au dernier Vendée Globe, on s'est mis, il y avait le Covid en plus, les gens se sont vachement intéressés, et on s'est mis à faire un résumé matin et soir de ce qui se passait dans la course. Et ça a vraiment apporté beaucoup, au point qu'un soir, j'ai pas pu faire un résumé pour un problème quelconque. Les gens disaient hey, « Thierry, le résumé, quand est-ce que c'est, quand est-ce que c'est ?» Moi, c'est là que je vous ai découvert en 2020. Voilà. Et même encore aujourd'hui, quand j'ai des questions techniques, je ne sais pas, je viens les poser sur le groupe et j'ai toujours les réponses. Voilà, mais alors moi, en fait, je ne suis que le porte-parole, c'est moi qui écris beaucoup, mais en fait, on est tout le groupe. Moi, les gens me connaissent parce que j'écris beaucoup, en fait, mais je ne suis qu'une partie du groupe. Je suis pas, je suis ouvrière, je suis pas plus que les autres, quoi, en fait. Mais vous connaissez toutes les infos que vous avez appris ou vous êtes voileux vous-même? Alors, je suis voileux moi-même. Ah, quand même. Oui, j'ai commencé quand j'avais 10 ans sur des dériveurs. On se faisait rincer largement. On adorait ça. On était du matin au soir sur les bateaux. On avait une maison au bord de la mer, donc on y passait beaucoup de vacances. Comme mes parents étaient enseignants, on était tout le temps au bord de la mer. Et de Pâques à la Toussaint, on était à l'eau les week-ends, les vacances, continuellement. Jusqu'à 25 ans, on a fait de la planche à voile, enfin, c'était vraiment notre occupation principale. Alors après, je me suis intéressé aux courses parce que, bon, comme je suis de 55, Tabarly 64, j'ai commencé à m'intéresser aux courses à cette époque-là, parce que Tabarly c'était quand même une idole, on a commencé... Et après, je me suis intéressé aux courses. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris dans les livres, en regardant, m'intéressant, tout ça. J'ai pas fait de compétition parce que j'ai pas du tout l'esprit de compétition. Ouais. Mais la compétition m'intéresse pour les autres, quoi, le sport, quoi. Voilà. Et j'ai appris tout ça. Alors, on est loin de savoir tout. On a plein de lacunes. Sur le groupe, il y a des gens qui sont beaucoup plus calés que nous. Mais on arrive à quand même, quand il y a un problème, j'envoie un message à un skipper qui me répond, il y en a qui me répondent tout à fait gentiment pour me donner l'indication, voilà, je retransmets. C'est comme ça qu'on apprend, on en est tous là. Comme tu l'as fait pour moi, parce que maintenant je peux vous le dire, j'ai demandé à Thierry 2 ou 3 questions techniques au sujet de Jérémy Bayou que j'espérais interviewer. Je n'ai pas réussi pour le moment, mais je ne désespère pas. Et en fait, c'est génial ça, de pouvoir avoir accès comme ça à toutes ces informations-là. Mais oui, et puis en fait, les gens, ils sont tout à fait disposés à nous répondre si tu leur demandes gentiment. Mais alors ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'on est un groupe où on n'est pas là pour démolir les skippers. Il y a des gens qui sont là pour régler des comptes. Nous, zéro. Si les gens veulent faire des commentaires méchants, c'est facile, on les vire. Enfin, on vire le commentaire, ça n'a aucun intérêt de savoir qu'un tel n'aime pas telle personne, on s'en fiche de ça. On essaie d'être, c'était gros. Une fois, une attachée de presse m'a écrit pour me dire merci de défendre les skippers parce que les gens ne se rendent pas compte ce que c'est que de monter un tel projet. Et c'était un skipper qui n'était pas du tout, sur lequel il n'y avait eu aucun commentaire désobligeant. Mais elle trouvait qu'on les défend pas en fait. On n'est pas là pour régler des comptes, les démolir, tout ça. Les skippers, quelqu'un qui dit le skipper il est nul, c'est complètement idiot. Les mecs ils font le tour du monde. Il peut prendre des mauvaises décisions, il peut avoir fait une erreur sur la navigation, il peut casser du matériel, tout ça. Mais c'est quand même des grands marins, il ne faut quand même pas exagérer. C'est ça, et puis moi j'entends de plus en plus
aussi tous ces commentaires sur le fait que les bateaux soient devenus un peu des Formule 1, que la course, elle perde un peu de son âme. Et je me dis qu'en fait, on ne peut même pas comparer la course d'aujourd'hui, ces bateaux-là, avec la course d'autrefois. On ne peut pas comparer parce que physiquement, oui, d'accord, certains bateaux, ils sont même plus ouverts, ils voient même plus, ils sont comme dans un avion. Malitia et d'autres, ils voient même plus la mer. Et ils surveillent les cadrans. Ils sont sur les cadrans toute la journée, attachés dans le truc comme dans l'espace pour ne pas se faire mal, etc. Mais à la fois, les bateaux sont tellement durs, avec ces foils tellement décriés par certains, ça tape. Il faut physiquement tenir le coup. Et puis il faut tenir le coup de passer 3 mois de sa vie attaché dans un siège. Attaché dans un siège avec toujours le stress qui est quelque chose qui arrive, avec le bruit ambiant, avec la fait quand même qu'il y a une solitude, même s'ils peuvent téléphoner à droite à gauche, tu es quand même tout seul. C'est quand même une pression. Il n'y a qu'à enfermer quelqu'un dans 8 mètres carrés pendant 3 mois, on va voir comment il va survivre, comment il va vivre. On l'a tous vu pendant le Covid. Voilà, exactement, c'est exactement ça, tu vois. Et ben, c'est ça là qu'il faut se rendre compte de la difficulté de l'épreuve, en fait. Et toi, tu la vois comment? Toi qui la suis depuis 8 ans maintenant? Ah non, moi je la suis depuis le début, depuis qu'il tourne à Mazou, mais... Ah, bah voilà. Donc toi tu as vu l'évolution. Alors, ça devient un peu compliqué parce que là on a vraiment 2 sortes de bateaux très différents entre les bateaux à foil et les bateaux à dérive. Alors ça fait un peu un mélange. Les gens voudraient qu'il y ait 2 classements, ça n'a aucun intérêt, c'est une course, le premier qui est arrivé à gagner. Bon. Le problème c'est que dans 4 ans, il restera quasiment plus que des bateaux à foil. Et ça risque d'éliminer les petits budgets. Thierry, en fait, moi je me dis, moi je ne suis pas voleuse comme vous les gars, mais quand je regarde l'évolution du Vendée Globe, moi je suis depuis 2000, j'ai l'impression qu'on est un peu sur une espèce de ligne de crête de ce qu'a été la Volvo Race avant qu'il y ait de moins en moins de bateaux et de moins en moins de public. Je trouve que le Vendée Globe, ça ne veut pas dire qu'il est passé de l'autre côté. Je trouve la course un peu en 2020, peut-être un peu plus en 2024, parce que là j'ai entendu dire dans les bruits de ponton qu'on n'a pas vu Paul Sermon depuis le début de la course. Il n'est pas venu du tout au Sable d'Olonne, il y a juste son bateau. Donc après, moi je comprends parfaitement qu'on n'ait pas envie de faire la foule et tout ça. Mais du coup, on sent qu'on est sur une ligne de crête d'autre chose. Moi, je sens ça, mais après, j'ai peut-être tort. Je me dis qu'il y a un moment où elle va prendre une direction ou une autre. Eh ben, c'est-à-dire que je pense que le côté on mêle des régatiers et des aventuriers, ça va devenir très compliqué. Parce qu'à partir du moment où on va avoir que des bateaux à foil, ça va être des bateaux, déjà les budgets vont être plus conséquents. Ouais. Et puis, c'est pas en sortant de 2 saisons de Figaro qu'on va monter sur un foiler qui est un bateau très très violent. Oui. Violette d'Orange, le projet de Violette d'Orange, par exemple, c'est le projet parfait, si on peut dire, parce qu'elle est très jeune, mais elle a commencé par le Figaro, elle prend un bateau à dérive, peut-être que plus tard elle prendra un bateau à foil, il y a une progression là-dedans. C'est ce que disait Philippe Gentot l'autre jour sur l'interview. Il disait, moi j'ai refusé des gars qui voulaient s'inscrire alors qu'ils avaient fait 2 saisons de Figaro. Il faut quand même qu'il y ait une progression. Il faut que ça reste, alors on parlait de l'Everest des mers, il faut que ça reste une épreuve difficile, mais le fait d'avoir des aventuriers, des gens qui veulent, comme Denis Van Weinberg, des choses comme ça, ça intéresse les gens, ces projets-là. Et j'ai peur quand il n'y aura plus que des foilers, ces projets-là, on ait du mal à les monter, quoi. Parce que ça deviendra un peu hors de portée de ces marins qui ne seront pas des marins de compétition comme le sont les premiers, quoi. Ouais. Bah, du coup, ouais, je sais pas, on va voir quelle va être l'évolution en 2020. Parce que moi, je trouve que la Volvo, c'était ça. Quand moi, je commençais à suivre la voile, là, il y a une quinzaine d'années, la Volvo, c'était les images spectaculaires, ces bateaux spectaculaires. Oui, le tour du monde en équipage, c'était magique. Les images que je voyais de la Volvo étaient magiques. Et puis, la dernière fois, ils étaient 5 bateaux. Oui, ça a fait flop. Ouais. Ça a fait, c'est passé de un peu d'années, finalement, c'est passé d'un truc incroyable à quelque chose de beaucoup trop cher, beaucoup trop rapide. Et beaucoup moins d'histoire et d'émotion finalement. Peut-être, j'en sais rien ce qui s'est passé avec la Volvo. C'est un peu le problème de la Volvo, c'est un peu à mon avis le problème qu'il va y avoir avec l'Ocean Race. L'Ocean Race qui est pour les IMOCA en équipage, ils veulent faire plein d'étapes. Mais total, ça fait des courses qui coûtent très cher. Donc, parce qu'il faut emmener les équipes aux 4 coins du monde. Donc il va falloir trouver des budgets pour ça. Est-ce que les sponsors suivront ?
j'ai un doute. Hein. La dernière fois, on avait quoi, 5 bateaux, 6. La fois prochaine, on peut espérer en avoir un peu plus, mais on n'aura jamais 40 bateaux au départ. C'est pas possible. Avec des pareils budgets, les petites équipes, elles ne suivront pas. Écoute, toi et moi, en tout cas, on va encore être là, en 2028. Est-ce que je ne t'ai pas demandé, allez, pour ne pas faire trop long, parce que je suis bavarde, est-ce que tu as toi qui suis tout, qui publie tout, j'en parle plus parce que j'arrête pas de le dire, mais moi tu m'impressionnes, je pense que tu es insomniaque. Pour pouvoir poster autant, tu dois être insomniaque. Est-ce que toi, c'est quoi tes favoris? C'est quoi, comment tu sens là? Alors, des favoris, là, il y en a vraiment trop. Bon, pour être clair, là, donner un favori, la course est tellement indécise, c'est tellement long, moi je ne donne pas de favori. Par contre, il y a des projets qui me plaisent. Bon, Louis Duc, parce qu'il est de la Manche. Ah, je l'interview mercredi. Voilà. Voilà. Donc lui, l'histoire de son bateau, elle est quand même géniale. Parce que c'est le bateau avec lequel Vincent Rioux a sauvé Jean Le Cam quand Jean Le Cam s'est retourné au Cap Horn. Le bateau a pris feu, il était allé le récupérer. On se disait il va partir à la casse, il le répare, il en fait un bateau performant. Il faut quand même. Et puis alors Louis Duc, c'est un marin à la Le Cam. Il a commencé dans les chantiers. Il n'est pas architecte diplômé de Southampton. Lui, il est parti de rien. Il a mis les mains dans la colle et tout ça. Il s'est bricolé. Lui, c'est vraiment, il sait tout faire, quoi. Ça me plaît. Ah, c'est un peu une gueule de ce qu'appelait Xavier Macaire, c'est les vieux, les tontons flingueurs. Voilà, là, exactement, comme des joyaux, tout ça. C'est des gens qui ont mis la main dans les chantiers, tout ça. Ça, c'est quand même un projet très intéressant. Alors j'aime bien Isabelle Joschke parce que son bateau, j'aimais beaucoup le bateau quand il est sorti, qui s'appelait Safran. Ils lui ont mis des feuilles. C'est un bateau qui était très bien construit, qui était léger, qui restait très performant. Isabelle Joschke, c'est quand même un marin qui est dur au mal, tout ça. Elle n'a pas eu de chance la dernière fois. Elle avait fait une super traversée du Pacifique. Et puis bon, elle a eu un problème de quille, elle a dû abandonner. J'aime bien ce projet-là. Sinon, dans les favoris, c'est Johan Richomme, parce que la dernière fois, il nous a quand même fait, sur le dernier Vendée Globe, il nous faisait des analyses météo. C'était un bonheur de les suivre. Il est sympa et vraiment. Il est drôle. Vraiment, ça c'est. Alors là, il a vraiment un super bateau. Alors, petite chose que je précise, donc je suis de la Manche, j'habite juste à côté de Granville. Granville, c'est la patrie de Christophe Auguin qui a gagné le Vendée Globe et qui a, plus fort que des joyaux, il a participé à 3 tours du monde, il les a gagnés tous les 3. Ah bon? Oui, il a gagné, il a fait 2 box challenge et après le Vendée Globe, c'est le seul à avoir fait ça. 3 tours du monde, 3 victoires. Je savais pas. Oui. J'ai failli l'interviewer quand j'étais en Uruguay. Ah oui, parce que c'est là-bas qu'il habite maintenant. Que j'ai salué d'Uruguay, qui a connu tous les marins français depuis 1970 en escale à Punta del Este. Et copine avec Christophe Auguin, mais il était en Antarctique, il faisait une saison, je l'ai raté de peu. Bon, Laura, la prochaine fois, je ne savais pas qu'il avait fait. Ah oui, qu'il a gagné. Si, 3 fois, c'est ouais. encore plus fort que des joyaux. Et donc lui, il est de Granville. Et moi, j'habite à 10 km de Granville. Bon, voilà. Super. Et dans les filles, là, tu... Eh ben, à part Isabelle Joschke, ça me dévise forcément parce que je pense qu'elle a un bateau pour gagner. Elle a quand même fini 3e la dernière course ou l'avant-dernière, je ne sais plus. Puis Sam, elle a tout ce qu'il faut. Hein. Elle est très bonne en météo. Elle a un bon bateau aussi. Dur au mal, elle a un super bateau. Bon, je pense que Clarisse Kremer, elle va avoir un peu plus de mal parce qu'elle manque un peu sur son bateau, elle manque un peu d'entraînement, qui déjà était réputé, quand il est sorti, il était réputé très dur ce bateau-là. Donc ça ne s'est pas amélioré parce que c'est le même bateau que Justine Métro. Mais oui, je crois que c'est ça. Mais par contre, le sien, il n'a pas été modifié du tout. Justine Métro, ils ont changé les feuilles et tout. Il est devenu un peu plus confortable, si on peut dire. J'avais entendu dire, mais personne n'a pu me confirmer ça, qu'apparemment, il y aurait, mais peut-être que tu ne le sais pas non plus, des architectes ont un peu travaillé sur les derniers bateaux là, de 2024, de 2022, sur un bateau avec des feuilles un peu plus confortables quand même. Alors c'est pas que les feuilles, c'est aussi la forme de la coque, la forme de l'avant de la coque qui fait qu'il rebondit plus, il va être plus haut sur l'eau, il va plus rebondir sur les vagues, il va moins enfourner, il va moins y avoir d'arrêt. Comme avant, il plongeait dans la vague, il s'arrêtait, boum, il se prenait des chocs importants. C'est comme ça que Sébastien Simon s'est fait une fracture de la vertèbre là, sur la dernière course retour. Normalement, mais on ne peut pas parler de confort. Disons qu'ils sont moins inconfortables. Voilà. Bon, on va suivre ça. En tout cas, est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Non, c'était très bien. Moi, je vais t'imposer plein sur sa vie privée, mais il ne veut pas en parler. Je ne sais pas ce qu'il a fait avant d'être à la retraite. J'essaye. Si vous savez, dites-le moi.
Un message privé. Thierry, Non. c'était une joie et un grand plaisir de t'avoir. Ça fait quand même des années qu'on communique et c'est pour la première fois qu'on se rencontre, c'est un vrai plaisir. Voilà, mais c'est ça aussi une des belles choses d'avoir le village et les courses, c'est qu'on peut, on se suit depuis des années sur Bah oui, Internet oui, et puis oui. un jour on prend un café, on a l'impression d'être copains depuis 10 ans, alors Voilà, qu'on ne s'est jamais exactement. vu. Exactement. Merci Thierry, bon vent. Merci. Et hâte de lire tes analyses. Tu ne fais plus de stop d'analyse, hein, matin et soir les analyses. D'accord.